La cathédrale Notre-Dame de Paris est-elle vraiment reconstruite à l'identique? Je m'appelle Lara, je suis architecte et on va aujourd'hui répondre ensemble à cette question. Le 15 avril 2019, un incendie ravageait Notre-Dame. La flèche s'effondrait sous les yeux du monde entier, emportant avec elle une part d'histoire, de mémoire collective et d'identité française. Les images des pompiers luttant pour sauver le monument ont marqué les esprits et ont donné naissance à une volonté partagée de rebâtir ce chef-d'œuvre. La flèche devrait être reconstruite absolument à l'identique. La flèche de Notre-Dame de Paris sera reconstruite à l'identique. La cathédrale de Notre-Dame sera reconstruite à l'identique. Il a été décidé de la reconstruire à l'identique. Le 8 décembre 2024, après 50 chantiers, la cathédrale Notre-Dame de Paris rouvre au public. Est-elle vraiment reconstruite à l'identique? La réponse est non. Rapidement, un peu de contexte. Notre-Dame de Paris, c'est une œuvre emblématique qui a été commencée en 1163. C'est un monument majeur de l'art gothique. Et elle a été achevée 2 siècles plus tard. Elle a traversé les époques, le Moyen-Âge, la Renaissance, la Révolution française, ses grandes modifications au 19e siècle et les 2 guerres mondiales. Et elle a bien sûr été immortalisée en 1831 par Victor Hugo dans son roman Notre-Dame de Paris. La reconstruction après l'incendie soulève donc une question cruciale. Est-ce qu'on peut réellement reconstruire à l'identique un monument historique, ou est-ce que la restauration est forcément une interprétation de l'époque contemporaine? En fait, est-ce qu'on peut reconstruire un bâtiment aussi ancien et complexe de manière fidèle, tout en respectant les exigences et les techniques du 21e siècle? Et d'ailleurs, rebâtir à l'identique, qu'est-ce que ça signifie réellement? Est-ce qu'on peut reproduire parfaitement un édifice historique alors que certaines de ses parties originales sont à tout jamais perdues, comme ici parties en fumée? La reconstruction, est-ce que ça doit être une copie fidèle ou une adaptation moderne? C'est peut-être plus subtil que ça. Pour répondre à ces questions, on va voir dans un premier temps l'impératif historique et patrimonial d'une reconstruction fidèle, puis on va analyser les défis techniques et matériels qui se posent. On finira par nous interroger sur la portée symbolique et contemporaine de cette restauration. L'incendie de Notre-Dame a provoqué un choc immense, non seulement à Paris, en France, mais dans le monde entier. Dès les heures qui ont suivi la catastrophe, des déclarations fortes ont exprimé la nécessité de reconstruire la cathédrale à l'identique. Le président Emmanuel Macron, lors de son allocution télévisée au lendemain de l'incendie, a déclaré « Nous rebâtirons Notre-Dame de Paris, plus belle encore, je veux que ce soit achevé dans 5 ans ». Cette déclaration traduit non seulement une promesse politique, mais aussi un symbole fort de résilience face à la catastrophe. La cathédrale, au-delà de son rôle religieux, est un vrai symbole de l'identité française. L'incendie a touché les cœurs du monde entier, comme en témoignent les manifestations spontanées de deuil et de soutien. À Paris, des milliers de personnes se sont rassemblées devant la cathédrale en flammes. Sur les réseaux sociaux, le hashtag Rebuild Notre-Dame a émergé dans les heures qui ont suivi. Et dans les médias internationaux, des gros titres comme The Heart of Paris is Burning ont montré l'impact universel de la tragédie. La reconstruction de Notre-Dame s'annonçait très coûteuse. Les premières estimations évoquaient déjà des centaines de millions d'euros, et en moins de 24 heures, c'est plus de 800 millions d'euros de promesses de dons qui ont été récoltés. Parmi les grands donateurs, on retrouve des noms comme la famille Pinault, LVMH, Total ou encore Disney. Mais les dons populaires ont aussi joué un rôle majeur. Des milliers de particuliers ont voulu contribuer à la reconstruction de leur Notre-Dame, preuve de l'attachement collectif à ce patrimoine. La volonté de reconstruire Notre-Dame à l'identique dépasse les frontières de la France. Elle est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1991 et elle est visitée par plus de 14 millions de personnes chaque année, ce qui fait l'un des monuments les plus emblématiques du monde. De nombreux chefs d'État aussi ont apporté leur soutien, ce qui démontre bien que Notre-Dame appartient à l'humanité tout entière, c'est un réel symbole. En résumé, cette volonté politique et sociale traduit un consensus. Notre-Dame doit retrouver son visage historique pour préserver son identité et le lien qui l'unit au peuple français et au monde. La question de reconstruire à l'identique s'inscrit dans des débats de longue date autour de la restauration du patrimoine. Ce principe s'appuie notamment sur des doctrines historiques, comme la Charte de Venise, de 1964, qui guide les restaurations modernes. Cette doctrine de l'authenticité pose comme principe que toute intervention sur un monument doit préserver l'histoire du bâtiment, préserver les matériaux d'origine, éviter toute interprétation excessive. Donc reconstruire à l'identique implique de s'approcher au plus près de l'état originel de la cathédrale, en utilisant des matériaux et des techniques similaires. Reconstruire Notre-Dame à l'identique, c'est à la fois un hommage à son passé, mais aussi un devoir pour les générations futures. Comme le dit l'historien Jean-Michel Léniaud, il y a un impératif patrimonial.
Une cathédrale, ce n'est pas qu'un monument, c'est un témoignage vivant de notre histoire collective. Mais une restauration que l'on pense fidèle implique forcément des choix subjectifs. On parle souvent de préserver l'esprit d'un monument. Mais concrètement, en termes de matérialité, ça veut dire quoi? On va prendre l'exemple de la restauration au XIXe siècle par Eugène Viollet-le-Duc. Elle est souvent citée comme une restauration dite créative. Viollet-le-Duc n'avait pas pour but, lui, de restituer la cathédrale dans son état originel, après les destructions à la Révolution française. Il ne l'a pas reconstruite à l'identique par rapport à sa création médiévale. Il a décidé de compléter le bâtiment tel qu'il aurait pu être, selon sa propre interprétation des principes gothiques. En gros, c'est plutôt se dire, si moi j'avais été là à l'époque médiévale, j'aurais fait comme ça. La flèche si connue qui a brûlé sous nos yeux le 15 avril 2019 n'était pas médiévale. C'est une invention de Viollet-le-Duc qui a été inspirée de l'imaginaire du gothique. Cette approche, ça soulève une question fondamentale. Est-ce qu'une restauration à l'identique, ça inclut ces ajouts plus récents de Viollet-le-Duc qui n'étaient pas présents initialement ? Puisque la flèche de Viollet-le-Duc est une interprétation. C'est le cas de plein d'autres éléments qu'il a ajoutés à la cathédrale. Car selon lui, restaurer un édifice, ce n'est pas l'entretenir, le réparer ou le refaire. C'est le rétablir dans un état complet qui peut n'avoir jamais existé à un moment donné. Face à cette vision créative ou interventionniste, parlons de John Ruskin, qui est un critique d'art contemporain à Viollet-le-Duc. Il apporte un regard radicalement différent. Dans son ouvrage majeur, Les 7 lampes de l'architecture, qui a été publié en 1849, Ruskin développe une philosophie de la restauration basée sur la valeur du temps et l'authenticité de la ruine. Il rejette fermement l'idée de reconstruire ou d'embellir des bâtiments anciens, qu'il considère comme des témoignages uniques et irremplaçables de l'histoire. Selon Ruskin, la restauration signifie la destruction la plus complète qu'un bâtiment puisse subir. Il dit également que la conservation des monuments du passé n'est pas une simple question de convenance ou de sentiment. Nous n'avons pas le droit d'y toucher, ils ne nous appartiennent pas. Pour lui, toute tentative de recréer une partie manquante revient à effacer un bout de son histoire. Car on ne peut pas prétendre à reproduire fidèlement quelque chose qui est perdu. La restauration, selon Ruskin, traduit la mémoire du bâtiment en lui imposant des éléments nouveaux qui ne possèdent pas la même âme ni la même patine du temps. Là où Viollet-le-Duc cherche à restituer un idéal médiéval pour redonner toute la splendeur à un monument abîmé par le temps, quitte à ajouter des éléments nouveaux, Ruskin lui plaide pour conserver les ruines dans leur état actuel sans chercher à combler les manques. À ses yeux, les fissures, les manques ou les dégradations sont autant de cicatrices du temps, porteuses d'une émotion et d'une vérité que les restaurations effaceraient. Il valorise ainsi le respect de l'authenticité, où le monument reste tel qu'il est, marqué par les siècles. Si on suit la pensée de Ruskin, la reconstruction à l'identique de Notre-Dame aurait posé problème, car elle aurait cherché à effacer l'incendie de 2019, un événement historique majeur qui maintenant lui appartient. L'incendie est devenu un chapitre de son existence, une part de l'histoire du monument. C'est en ce sens que laisser des traces visibles comme témoin de la catastrophe aurait sûrement, selon Ruskin, été la meilleure manière de respecter la mémoire de la cathédrale. En bref, tu l'auras compris, la pensée de John Ruskin met en lumière des dilemmes dans la restauration patrimoniale. Faut-il chercher à restituer un passé idéal, comme Viollet-le-Duc, ou au contraire accepter les blessures du temps comme partie intégrante de l'histoire du monument? Mais si la pensée de Viollet-le-Duc se veut fidèle en créant un passé idéal, que celle de Ruskin se dit authentique en laissant les traces du temps sur un bâtiment, on peut aussi soulever d'autres questions que sont celles de création purement contemporaine. On a vu le nombre de projets qui sont sortis dans les heures, les jours qui ont suivi l'incendie, qui est encore une autre manière de restaurer. Une manière qui vient totalement trancher avec l'identité originelle du monument et mettre d'une empreinte la création contemporaine de notre siècle. Pour ceux qui plaident en cette faveur, ça aurait été l'occasion de repenser la cathédrale comme une œuvre vivante et non figée dans le passé. Des architectes ont proposé des solutions très audacieuses, marqueurs de notre temps selon eux de cette renaissance écologique. Est-ce que la pensée de John Ruskin et cette façon de contraster avec une architecture très moderne, bien qu'elle soit radicalement très différente, ne seraient pas d'accord sur un point, le fait de ne pas être dans le déni de l'histoire? John Ruskin marque la ruine, l'architecture contemporaine marque la trace d'un événement tragique, là où Viollet-le-Duc peut-être cache et efface certaines traces pour resublimer une architecture passée. Car Viollet-le-Duc n'a pas construit une cathédrale moderne type 19e, il l'a bien faite selon des codes gothiques. Tu comprends donc mieux toutes les tensions qu'il peut y avoir entre les différentes approches suivant les architectes du patrimoine. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Tu peux me dire tout ça en commentaire.
Ces débats restent vraiment au cœur de toutes les restaurations des monuments. Reconstruire à l'identique, ce n'est pas une évidence universellement acceptée. Elle soulève des questions de mémoire, d'authenticité et d'interprétation du patrimoine. Mais au-delà de tous ces principes théoriques, il y a aussi les défis techniques et matériels qui rendent ces problématiques encore plus controversées. La reconstruction de Notre-Dame a bénéficié d'un avantage majeur. Une documentation exceptionnelle et des outils technologiques de pointe. Oui, car grâce aux restaurations qu'il y a eu au fil des siècles, les architectes possèdent des relevés très précis de toute la cathédrale. Les archives de la restauration de Viollet-le-Duc donnent des détails essentiels sur les structures, sur la flèche, sur certains décors, et des croquis anciens permettent aussi de connaître l'état antérieur à la restauration du 19e. De nombreux historiens et chercheurs avaient récemment fait des relevés laser extrêmement précis de toute la charpente de Notre-Dame. C'est vraiment une chance de pouvoir obtenir en 3D la reproduction millimétrée d'un monument historique. Ça a vraiment constitué une base numérique sans précédent pour tous les artisans et les architectes qui allaient travailler sur la reconstruction. Et au-delà de ça, on a la chance d'avoir des millions de photographies prises par les touristes, mais aussi par de nombreux professionnels, de chaque petit détail, que ce soit des rosaces, des gargouilles. On connaissait vraiment la cathédrale sous tous ses angles pour la reconstruire fidèlement. Les outils modernes comme les drones ou les logiciels de modélisation 3D ont également offert un niveau de précision inédit, en cartographiant par exemple très rapidement les zones endommagées par l'incendie, ou en concevant des pièces entières avant de les fabriquer pour éviter de nombreuses erreurs. En tout cas, la richesse des ressources historiques et des technologies modernes pouvait garantir cette fidélité exceptionnelle avant même de reconstruire Notre-Dame, même si évidemment des ajustements étaient inévitables. La reconstruction de Notre-Dame a véritablement été le chantier du siècle. L'un des aspects les plus symboliques et complexes de la reconstruction concerne la charpente de la nef qu'on appelle la forêt, en raison de l'immense quantité de bois utilisé pour sa construction d'origine. La charpente de Notre-Dame datait du XIIIe siècle. Elle avait nécessité 1300 chênes. 1300 chênes! C'est l'équivalent de 21 hectares de forêt. Chaque poutre avait été taillée à la main selon des méthodes artisanales de l'époque. Elle était un témoignage exceptionnel des techniques médiévales, et quoi qu'il en soit, la disparition de cette charpente, c'est une perte patrimoniale majeure. Il a donc été choisi de reconstruire la charpente à l'identique en bois, et ce malgré des propositions alternatives que portaient de nombreux écologistes. Car abattre plusieurs milliers de chênes pour la reconstruire, c'est une démarche qui était perçue par certains comme incompatible avec les enjeux environnementaux actuels. Mais ces arbres ont apparemment été prélevés dans des forêts gérées, dites durablement, selon des critères rigoureux de taille et de qualité, bref. Et d'ailleurs, la reconstruction en bois, c'est aussi un hommage majeur aux savoir-faire médiévaux, et ça tend vers cette authenticité historique dont on parlait juste avant. Mais donc, reconstruire la charpente, ça nécessitait des compétences très particulières. Les charpentiers ont utilisé des outils et des méthodes proches de celles du Moyen-Âge. De nombreux artisans français spécialisés ont été mis à l'honneur, ce qui a permis de former de nouvelles générations d'artisans capables de relever un tel défi. Cette démarche, elle est associée transmission des savoir-faire et valorisation du patrimoine. Et si les méthodes traditionnelles ont été privilégiées, évidemment, elles ont été accompagnées de méthodes modernes. En effet, les modélisations 3D ou encore les scans laser ont permis d'apporter une précision maximale et ont servi de modèle de référence pour tout le déroulement du chantier. La restauration de la forêt en bois soulève donc des questions écologiques, mais incarne aussi un défi technique et symbolique. Le fait de respecter les traditions tout en intégrant des technologies modernes pour aboutir à un résultat fidèle. La cathédrale Notre-Dame est célèbre pour ses décors exceptionnels. Entre toutes ces gargouilles, ces rosaces, ces pinacles, ces sculptures, ces magnifiques vitraux, la reconstruction de tous ces éléments, ça a constitué un chantier colossal, mobilisant des savoir-faire multiples et spécifiques. Certains des vitraux de Notre-Dame dataient du XIIIe siècle, et même si la majorité a été épargnée pendant l'incendie, il y a tout de même certaines parties qui ont été endommagées, ce qui nécessitait une restauration vraiment minutieuse de la part des maîtres vitriers. Ils ont utilisé des techniques anciennes pour respecter l'aspect d'origine. Mais pour s'en rapprocher encore plus, ils ont utilisé des scanners 3D pour les motifs vraiment complexes. Énormément de sculptures et d'ornements ont été détruits ou alors très fortement endommagés du fait de la chaleur intense lors de l'incendie. Les tailleurs de pierre sont allés chercher des blocs de calcaire issus des carrières de l'Oise comme au Moyen-Âge, et chaque sculpture a été réalisée à la main en suivant le modèle historique. Mais pour garantir une précision optimale, elles ont d'abord toutes été modélisées en 3D. Et dans certains cas, il y a même eu des moulages d'impression 3D pour servir de base aux artisans, gagner du temps tout en respectant les détails.
Et enfin, la flèche. Oui, celle de Viollet-le-Duc. Elle mesurait 96 mètres de haut et reposait sur une structure en bois recouverte de plomb. Le débat a persisté autour des matériaux pour éventuellement utiliser du titane ou des alliages modernes pour alléger la structure et renforcer sa résistance. Mais malgré ça, la décision a été prise de conserver le bois pour préserver la cohérence architecturale. Tu vois donc que la restitution des éléments décoratifs, ça nécessite un équilibre entre la tradition et l'innovation. L'artisanat ancestral s'est allié aux outils numériques pour répondre aux exigences de précision tout en honorant l'authenticité et l'histoire de l'œuvre originale. Reconstruire Notre-Dame ne signifiait pas seulement retrouver son aspect d'origine. Il fallait aussi évidemment reprendre les normes de sécurité contemporaines, les mettre non seulement au goût du jour et surtout anticiper les futurs défis. Pour éviter une nouvelle catastrophe liée à la vulnérabilité des charpentes en bois face au feu, des dispositifs modernes de détection et d'extinction d'incendie ont été installés et tous les matériaux, les surfaces ont été traités pour améliorer leur résistance au feu sans dénaturer leur aspect. La cathédrale a aussi été consolidée pour résister aux risques modernes, à savoir les fortes tempêtes, les potentielles crues qui sont maintenant de plus en plus fréquentes en raison du réchauffement climatique, mais aussi les pressions dues au tourisme massif. Des renforcements ont été intégrés à la structure pour renforcer sa solidité, et des capteurs permettent de surveiller en temps réel l'état de la cathédrale et de prévenir toute dégradation. La reconstruction visait certes l'authenticité, mais certaines adaptations ont été nécessaires pour répondre aux normes modernes qui ne sont pas celles du 19e. D'abord, la cathédrale a été équipée en infrastructures adaptées aux personnes à mobilité réduite, et elle a aussi été modernisée avec des éclairages LED et une gestion climatique pour améliorer le confort des visiteurs sans dénaturer l'expérience patrimoniale. Bref, la reconstruction de Notre-Dame, elle a dû concilier fidélité historique et exigence moderne. Ça a été un chantier imaginé pour que la cathédrale traverse les siècles à venir. Si les défis techniques et matériels ont été immenses, ils ont ouvert la voie à une réflexion plus large sur l'avenir du patrimoine et sur le rôle de la cathédrale Notre-Dame dans notre société moderne. Sa reconstruction a été une opportunité de repenser sa place dans notre époque. La cathédrale Notre-Dame de Paris dépasse largement son statut d'édifice religieux. Elle incarne un symbole identitaire fort pour la France et un héritage universel. Depuis sa construction au Moyen-Âge, Notre-Dame est au cœur de l'histoire de France. Elle a été le théâtre de nombreux événements fondateurs, comme le sacre de Napoléon en 1804, un moment emblématique de la monarchie impériale, la célébration de la libération de Paris en 1944 et l'incendie de 2019 lui-même. Sa reconstruction à l'identique était perçue par beaucoup comme un devoir moral. Elle témoigne de la capacité de notre nation à se relever face aux épreuves et elle permet de conserver un élément fondamental du patrimoine collectif français. Finalement, la reconstruction de Notre-Dame, elle peut être vue comme un acte de résilience culturelle. Elle montre que le patrimoine, même en péril, peut être sauvé et transmis aux générations futures. Cet effort collectif réaffirme la valeur que nous accordons à la culture, à l'art et à l'histoire. La reconstruction de Notre-Dame a aussi soulevé de nombreuses questions sociétales contemporaines. Entre environnement et patrimoine, comment construire de manière durable tout en respectant l'esprit du bâtiment? Entre tourisme et préservation, comment assurer l'équilibre entre l'ouverture au public et la protection du bâtiment? Et entre histoire et architecture, qui est légitime de prendre la décision de reconstruire Notre-Dame, un bâtiment d'une telle ampleur, de telle ou telle manière? Quelle doctrine adopter? Des centaines de professionnels ont travaillé sur le sujet et ils devaient s'unir ensemble, ça ne pouvait pas être le résultat d'un unique cerveau. Surtout que la reconstruction de Notre-Dame, c'est bien plus qu'un simple projet architectural. Elle est une réaffirmation du rôle du patrimoine dans nos sociétés modernes et une occasion de réfléchir à notre rapport au passé. Reconstruire à l'identique, c'est un défi technique, historique et symbolique. La reconstruction de Notre-Dame de Paris à l'identique a donc soulevé cette question centrale. Est-il vraiment possible de recréer parfaitement ce qui a été perdu? La réponse est non. Ce qui a été réduit en cendres ne sera plus, et les exigences du XXIe siècle ne sont ni celles du Moyen-Âge, ni celles du XIXe siècle. Si les techniques et les matériaux d'époque ont été remis à l'honneur, le recours aux technologies modernes témoigne d'un dialogue inévitable entre passé et présent. Même en respectant scrupuleusement l'apparence originelle, cette fidélité est nécessairement empreinte de modernité. Mais cette quête de l'identique, encore une fois, a été un choix. Elle traduit une volonté collective de préserver un patrimoine perçu comme immuable, ancré dans l'histoire universelle, quand bien même la cathédrale, au cours des siècles, a toujours évolué. La flèche de Viollet-le-Duc est un rappel que l'architecture patrimoniale n'est jamais figée. Elle est le reflet des époques qui la marquent, et ce, quels que soient les choix. L'authenticité ne peut pas être absolue. Elle est un équilibre délicat à trouver entre mémoire et exigence contemporaine.
Est-ce qu'on peut vraiment reconstruire à l'identique ou doit-on accepter que chaque restauration, c'est une forme d'interprétation de ce qui a été? Si en apparence la cathédrale Notre-Dame de Paris a été reconstruite à l'identique, l'unique petite folie contemporaine des architectes a été de changer l'extrémité au sommet de la flèche par un coq stylisé qui représente notre nation qui renaît de ses cendres. Voilà, j'espère que ces réflexions t'ont invité à poser un regard plus large sur la notion de reconstruction patrimoniale. À l'avenir, face aux défis climatiques et culturels, comment est-ce qu'on reconstruira les bâtiments touchés par le temps ou par les catastrophes? Cette notion de patrimoine, elle est vouée à évoluer comme ça l'a toujours été. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Partage-moi tes réflexions ici en commentaire. Faut-il selon toi chercher l'identique à tout prix? Ou plutôt assumer des évolutions qui témoignent d'une nouvelle époque? Je te remercie grandement d'avoir regardé ce documentaire. Si ça t'a plu, tu peux l'aimer, tu peux aussi le partager autour de toi. En attendant, n'hésite pas à me suivre sur mon compte Instagram pour suivre toute l'actualité de Percé. Je te remercie et je te dis à très bientôt dans un prochain épisode. L'impératif historique et patrimonial d'une notion de ville. Notre-Dame de Paris, c'est un... Ok, splits.